Hop, alors on règle ça. C'est tout bon, le retour est bon. Yes, je suis pas flou. Bonjour les férus d'histoire, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Vidéo un peu particulière, en plein milieu de la semaine, on se demande bien pourquoi. Eh bien, c'est tout simplement parce que j'ai réalisé une interview avec Pierre Tsertov. Alors c'est qui Pierre Tsertov? C'est le président de l'association Histoire d'en parler. Et pourquoi cette association? Eh bien parce qu'ils vont réaliser le printemps de l'histoire-géographie. C'est quoi le printemps de l'histoire-géographie? Je vais vous laisser voir ça juste dans l'interview qui va venir juste après cette introduction. C'est tout simplement un cycle de conférences pour scientifiques sur l'histoire de la géographie euh, qui va demander pas mal d'interactivité avec vous, chers spectateurs qui allez regarder ces différentes conférences. Pierre Tsertov vous en dit plus dans l'interview qui arrive. Moi, je me tais. Je vous laisse écouter ça, regarder ça, et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau jour d'histoire. Salut les amis. Bien, bon, bah, bonjour à tous ceux qui regardent cette vidéo. Je suis avec Pierre Serteuf, qui est président de l'association Histoire d'en parler, une association nancéenne. Alors, juste avant de revenir sur l'événement principal dont vous faites l'annonce depuis quelques temps maintenant, ce printemps de l'histoire-géographie, on va peut-être revenir sur ce que c'est que Histoire d'en parler. Ouais, bien sûr. Alors, c'est quoi comme association? Vous êtes combien? Depuis quand elle existe? Alors, c'est une association qui a été créée en novembre 2017, qui a été créée par des étudiants en histoire, dont moi. L'intérêt étant de créer des activités, des événements pour rendre l'histoire plus ludique. Alors, ça s'adresse à qui? D'une part, le grand public, avec des événements, des ciné-débats, des conférences, des cafés-débats, des expositions également. Ça s'adresse également au milieu scolaire où on va faire des interventions un peu plus ludiques. C'est-à-dire, par exemple, moi je suis professeur d'histoire-géographie, je ne remets pas en cause les autres professeurs d'histoire-géographie, mais il y a des chapitres, des notions qu'on maîtrise moins de par notre formation académique. Donc, Oui. par exemple, on va intervenir en enseignement moral et civique, on va intervenir sur des choses que nous demandent aussi des fois les professeurs, sur Berlin, sur la guerre froide, sur la géographie, avec des supports variés et en essayant de faire quelque chose de ludique. Voilà. Globalement, on essaye également de soutenir les jeunes chercheurs de par une mise en avant. C'est aussi ce qu'on verra avec le printemps de l'histoire-géographie, avec nos réseaux sociaux. On les met en avant et à terme, on aimerait les soutenir financièrement. Aujourd'hui, on est encore loin de ça, mais il y a ce vrai objectif de soutenir financièrement. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas spécialiste des questions traitées, puisque vous parliez d'enseignants, etc. Tout à fait. Donc, vous allez les chercher comment, les Alors, spécialistes, en quelque on sorte? s'appuie essentiellement sur la faculté d'histoire de Nancy. Notre intérêt premier, c'est de sortir la fac de la fac. C'est-à-dire que on sait très bien que si on proposait des choses à la fac, ça serait très bien pour les étudiants. Il y a d'autres associations qui le font très bien, on les laisse faire. Nous, ce qu'on veut, c'est justement se dire, bah, la fac a des richesses, les professeurs, les doctorants, les masterants. Et cette richesse-là, on va essayer de la sortir du campus pour aller dans des cinémas comme au Caméo, pour aller dans des conférences, pour aller dans des cafés, et faire en sorte d'avoir, en quelque sorte, euh, toute la richesse de la faculté en dehors de la faculté. D'accord. Alors, d'autant plus qu'en ce moment, avec la période du confinement, ça doit être particulièrement utile. D'ailleurs, vous le dites, hein, votre objectif, c'est la vulgarisation. Comment est-ce qu'on vous faites? Comment est-ce qu'on fait quand on veut vulgariser dans une période comme celle qu'on connaît maintenant en confinement? Vulgariser, c'est un terme qui en effet résume bien l'action. C'est un terme aussi qui est un peu péjoratif. Donc en effet, il y a l'idée en fait de rendre l'histoire plus ludique et accessible au plus grand nombre. C'est en ça qu'on se réfère à une association d'éducation populaire. En ce moment, D'accord. pour vulgariser, on a deux moyens, on va dire trois moyens même. On a des vidéos qui vont sortir prochainement sur nos réseaux sociaux, qui sont des vidéos donc réalisées, pour le nommer, par Tanguy Lavoisier et par son équipe communication, sur différents sujets pour essayer de s'approcher de formats
un peu comme Brut, Combini, des vidéos de durée assez moyenne, mais qui peuvent être très intéressantes. On a aussi lancé notre site web afin de permettre à chacun et chacune, donc là on ne parle pas de titre académique, hein, c'est vraiment à tous les amateurs et amatrices d'histoire de pouvoir écrire sur le sujet de leur choix. Donc sur notre site internet, on a des interviews, des articles qui s'adressent au plus grand nombre. Ensuite, on met en place ce printemps de l'histoire-géographie qui permet de continuer d'avoir une vie scientifique. Donc en fait, pour le coup, on va vraiment mélanger vie scientifique sous format de conférence et faire vivre l'histoire partout, pour tous et partout. Il y a vraiment l'idée que tout le monde puisse accéder à ces vidéos. Les personnes peuvent proposer également des conférences. Alors là, on commence à en avoir beaucoup. On va devoir en sélectionner malheureusement. Et enfin, partout, ça veut dire que vraiment, tout le monde peut se connecter par son téléphone ou par le lien Zoom qui sont sur notre site, donc www.histoiredenparler.com. Ah, donc effectivement, hein, le printemps de l'histoire-géographie, c'est votre cycle de conférences du 7 mai au 30 juin. On rappelle les dates quand même. Alors, vous parlez d'utiliser Zoom et de diffuser le lien. Est-ce que vous, d'un point de vue sécurité, parce que c'est important de rassurer peut-être les personnes qui veulent regarder, etc. Et puis même pour vos intervenants, est-ce que vous avez pris en compte ça? Comment vous l'avez pris en Oui, compte? Zoom, honnêtement, c'est pas le meilleur des outils, mais ça va être le moins pire. Alors, en question de données, il peut avoir en effet un risque pour des données qui sont confidentielles. Okay, c'est-à-dire si par exemple je suis PDG d'une entreprise, je vais éviter de faire une réunion Zoom. D'accord. Hmm. On s'est assuré auprès de différentes personnes spécialistes de la sécurité numérique qu'il n'y avait pas de risque pour les intervenants, qu'il n'y avait pas de risque pour les conférenciers. Euh, les, euh, les participants n'auront pas accès aux vidéos, donc on ne peut pas avoir des trolls en quelque sorte qui arrivent pendant l'exposé et qui dérangent. Les micros seront également fermés. Donc globalement, ça permet en fait une sécurité déjà scientifique, c'est-à-dire que la conférence se passera bien de Alors, base. bah, ça, c'est un point important à rappeler et vous faites bien de le rappeler. Alors, on va revenir plus précisément sur ce que c'est que ce printemps de l'histoire-géographie et notamment sur les différentes conférences que vous proposez. Il me semble que vous avez 10, si je ne dis pas de bêtises, vous en avez 10 au mois de mai et vous venez de poster sur votre page Facebook et sur vos réseaux sociaux et sur votre site internet le programme. C'est bien ça? Tout à fait. Alors, au mois de mai, nous venons de clôturer notre programmation avec 10 conférences. Donc, on remercie vraiment les intervenants et intervenantes parce que c'est un projet qu'on a lancé jeudi. Donc, pouvoir le lundi soir clôturer 10 intervenants pour mai, c'est vraiment fantastique. Avec des intervenants Vous, de niveau de très bonne qualité. vous On pouvez a, donner quelques exemples, par bien exemple? sûr, alors déjà, on a beaucoup de doctorants de l'Université de Lorraine et ça répond à notre objectif de valoriser leur travail. On va avoir aussi des professeurs qui sont ou des maîtres de conférences qui sont reconnus localement. C'est le cas de Julien Léonard. On peut avoir aussi des intervenants qui ont un prestige ou en tout cas un nom à l'échelle nationale. Ça va être le cas de Dominique Vidal, ancien journaliste du Monde diplomatique, ou Antoine Bondaz, spécialiste du monde coréen et plus particulièrement de la Corée du Nord, et professeur à Sciences Po Paris, qui proposera un débat sur la géopolitique de la Corée du Nord. Ah oui, donc c'est vraiment assez large, vous regroupez, puisque j'ai vu que votre première conférence, donc pour l'ouverture du bal en quelque sorte, le 7 mai, ça porte sur le protestantisme au XVIIe siècle. Donc on est Tout à plus du fait. côté histoire, et puis là vous dites géopolitique de la Corée du Nord, donc vous Ouais. brassez un maximum de sujets. On essaye. Alors, beaucoup nous ont demandé si on avait un thème pour pour notre journée, pour notre printemps. Le thème, c'est justement l'idée qu'il n'y en ait pas. Notre objectif scientifique, c'est de permettre une multitude de sujets, une pluralité des sujets, afin de faire en sorte justement d'avoir une richesse scientifique, de permettre à tout le monde de pouvoir venir voir une conférence sur le syndicalisme en Lorraine à travers Jacques Chirac, sur les intellectuels français à travers Dreyfus, sur Charles le Téméraire,
Tout ça nous permet, cette pluralité, de pouvoir espérer attirer un grand nombre d'auditeurs et d'auditrices. Alors justement, vous parlez d'aspects plus scientifiques, donc c'est plus tourné vers quel type de public cet événement? Est-ce que vous allez chercher plus des étudiants, des adultes amateurs d'histoire dans une volonté de rendre leurs connaissances plus scientifiques, ou des professeurs aussi, ou alors est-ce que vous allez plus aussi essayer de toucher, comme votre association a ce but-là aussi, est-ce que vous allez essayer de toucher un public plus mineur en quelque sorte? Alors, l'objectif de l'association, c'est vraiment l'histoire-géographie partout, c'est pour tous. Le pour tous, ça veut dire bon, qui que tu sois, viens. Il n'y a pas besoin d'un minimum de connaissances. Alors, il y a des sujets très spécialisés, dont le mien, qui peut être un peu rebutant de prime abord, mais tous les sujets seront tournés pour être accessibles au plus grand nombre. Aujourd'hui, nous avons tissé des partenariats autour de ce projet qui nous permettent de communiquer vers le plus grand nombre. Ça va être le cas, par exemple, de l'APEJ et de l'Association des professeurs d'histoire-géographie en Lorraine, qui va communiquer auprès de ses adhérents. On a aussi des organisations étudiantes, par exemple les engagés avec qui on organise un débat. On a aussi les jeunes européens avec un potentiel projet, en tout cas un soutien sur notre projet. C'est un projet qui a aussi été proposé au cercle d'histoire régionale, au centre d'histoire régionale, excusez-moi. Donc l'intérêt étant de nous soutenir en partageant leurs adhérents. Nous, ce qu'on veut, c'est partager au plus grand nombre. Et au plus grand nombre, pas que Lorrain. 100% de nos événements jusqu'à présent ont été faits sur Nancy. Donc ça veut dire qu'on a surtout parlé aux Nancéens et aux Meurthe-et-Mosellans, disons, à la plus grande couronne. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est pouvoir proposer une conférence qui soit accessible partout, en France et ailleurs. On a par exemple une intervenante en juin qui fera sa conférence depuis la Turquie. Donc ça Oui. montre bien l'idée qu'on puisse proposer des conférences partout et pour tout le monde. D'accord, ouais, c'est vraiment intéressant comme démarche. Comment vous avez fait pour convaincre les professeurs, enfin les intervenants et les conférenciers pour se lancer sur ce type d'événement, d'autant plus que bah, dans la situation actuelle qui est un peu particulière, ça ne doit pas être forcément évident de parler devant un micro, une caméra et en n'ayant pas véritablement de spectateurs en face. Donc, comment est-ce qu'ils ont accepté la chose? Comment est-ce que vous avez fait, vous, pour les convaincre? Euh, Déjà, il n'a pas fallu beaucoup les convaincre. C'est en ça qu'on les remercie. C'est-à-dire qu'ils ont répondu assez rapidement à l'appel. Je pense que l'absence de vie scientifique qu'il y a maintenant depuis 2 mois, le fait qu'une grande majorité des colloques, des conférences et des rencontres soient surtout organisées au printemps et qui aujourd'hui sont annulées. Je sais que par exemple en Lorraine, beaucoup de conférences ont été annulées. En quelque sorte, nous, on permet de non pas remplacer, puisque vous l'avez dit, ça ne sera jamais une conférence. On n'aura jamais les réactions des gens, on n'aura jamais toutes les questions, on n'aura jamais aussi le pot à la fin, si important, pour échanger directement avec le conférencier, avoir une discussion. Et une discussion entre scientifiques aussi, puisque les conférenciers n'auront pas la possibilité forcément de communiquer ensemble. Mais nous, ce qu'on veut, c'est vraiment essayer de s'approcher de cette conférence. Et cette présentation du printemps leur a plu, j'ai l'impression, ils ont répondu favorablement à notre projet. D'accord, bon, bah, c'est une bonne chose pour vous. Et puis, pour de toute manière, toute personne qui voudrait continuer à approfondir certains sujets. Là, comme vous le dites, vous voulez ouvrir ça à un public le plus large possible. Comment vous allez faire d'un point de vue contenu? Est-ce qu'on va avoir affaire à des durées assez longues ou ce sera plus restreint avec plus d'interactivité avec le public qui sera présent sur Zoom? On a voulu, alors pour convaincre justement les conférenciers et conférencières, pour finir la réponse et pour répondre à celle-là, on leur a proposé en fait un format et une durée au choix. C'est-à-dire que par exemple, certains nous ont dit, moi ce que je veux, c'est faire un échange. Je vais faire une introduction et après on va pouvoir échanger. D'autres nous ont dit, bah moi j'aimerais faire une conférence d'1 heure et quart, 1 heure et demie, pour vraiment faire quelque chose de propre, en quelque sorte.
et quelque chose de présentable. Et nous leur avons répondu favorablement à toutes leurs demandes. Donc, on a des conférences qui vont durer 20-30 minutes. On aura des conférences de 45 minutes. On aura des conférences d'une heure ou environ une heure. Mais globalement, à chaque fin de conférence, le public aura la possibilité de poser les questions. On verra pour modérer, parce que la première conférence est en jeudi, je pense, même si je touche du bois, que nous aurons des problèmes techniques et du coup notre manière de faire va peut-être changer d'ici là. Hein. C'est un marathon de conférences que nous nous apprêtons à faire en termes d'organisation. Et donc, nous allons en tout cas laisser la possibilité au public de poser des questions. On verra pour les modalités au fur et à mesure. On leur expliquera à chaque fois comment ils peuvent. Mais en tout cas, ils pourront échanger. Voilà pour le format. Pour la Oui, durée, donc c'est variable. oui, c'est variable. Et puis, ça permettra aussi à chacun de s'y retrouver, que ce soit les intervenants ou les spectateurs. Alors, vous l'avez dit, pourquoi est-ce que vous faites cet événement-là? Il y a une part du fait que suite à l'annulation des conférences, etc. Mais qu'est-ce qui est, si vous deviez, par rapport aux spectateurs qui verront cette vidéo, si vous deviez leur dire un truc pour les convaincre de venir, qu'est-ce que vous diriez sur Moi, votre... ce que je leur dirais, c'est-à-dire que si j'étais extérieur à ce projet, qu'est-ce que j'attendrais de ce projet? Moi, ce que j'attends de ce projet, c'est avoir une multitude de sujets. C'est-à-dire que chacun trouvera dans notre programmation, soit de mai, soit de juin, un sujet qui le correspond. On aura des sujets de chaque période historique, on aura des sujets de différents espaces géographiques. Et donc chacun pourra trouver ce qui lui plaît. Ce que j'attendrais aussi, moi, en tant que participant, ça serait de pouvoir avoir des conférences aussi plus courtes. Des fois, tout le monde n'a pas la possibilité de pouvoir rester 1 heure et demie sur l'écran. Et en plus, ça peut être compliqué d'écouter une visio 1 heure et demie. Donc, de ce point-là, on essaye de faire en sorte d'avoir un contenu de durée différent et toujours ludique. Enfin, si jamais vous n'avez pas la possibilité, pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus, mais certaines conférences seront accessibles en replay, si on peut utiliser ce mot anglais. Et donc, vous pourrez toujours la regarder en plusieurs fois, etc. Donc voilà, ce sont nos trois arguments. On essaye de faire un vrai festival d'histoire-géographie depuis chez soi et permettre à chaque conférencier, à chaque conférencière de faire une conférence depuis son bureau. Voilà les deux enjeux principaux. D'accord. Donc, bah, je vais, pour aller un peu plus loin, je vais donner des noms, des exemples de conférences que vous allez donner, parce qu'on a parlé du débat sur la géopolitique. On a aussi la géopolitique de la Corée du Nord. On a aussi parlé des protestants, mais pour les spectateurs, on peut citer. Alors, je vais sur votre site internet, puisque justement, c'est là-dessus où on peut retrouver tout ce qui concerne le Printemps de l'Histoire-Géographie, mais aussi toute votre association de manière générale. Vous avez aussi d'autres réseaux sociaux? Alors, pour l'instant, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, HDP54, si je ne me trompe pas. Sur Facebook aussi, et prochainement sur Twitter. Si jamais les personnes veulent faire partie de notre base de contact, c'est-à-dire de recevoir les actualités du printemps de l'histoire-géographie et globalement de l'histoire d'en parler, vous pouvez nous envoyer un mail sur histoire d'en parler 54@gmail.com, tout attaché, histoire d'en parler, et vous serez donc sur notre base de contact afin de recevoir toutes les informations. Oui, ça peut particulièrement intéresser les enseignants qui passent, parce que je sais que sur ma chaîne, il y a des enseignants qui passent régulièrement et si jamais, comme vous le dites, il y a des ateliers que vous proposez pour les élèves, etc., peut-être qu'ils pourront vous contacter. Ne pas hésiter. Vous avez peut-être un périmètre d'intervention autour de Nancy ou vous allez… Alors, nous, 100% de nos ateliers sont gratuits. C'est-à-dire qu'on ne peut pas valoriser l'histoire géo pour tous et le faire payer. Tous nos ateliers sont gratuits. Par contre, il ne faut pas qu'on perde de l'argent. On demande aux personnes, enfin aux établissements scolaires ou aux structures, de nous rembourser les frais de transport, donc les frais kilométriques. Ça permet donc de ne pas perdre de l'argent parce que nous, derrière, on rembourse aussi nos bénévoles qui ont fait le déplacement. À partir de l'an prochain, on aura une ou un service civique. Donc, on aura en plus la possibilité d'aller plus loin, de faire plus d'ateliers et d'avoir un catalogue encore plus important d'ateliers. Oui, parce que pour l'instant, vos ateliers, ils sont… c'est quel type d'atelier, par exemple? Alors,
On a deux ateliers phares qui sont très bien pour les avoir fait moi-même en classe. C'est donc un sur les fake news, comment repérer une information, un autre sur l'utilisation des réseaux sociaux et des dangers des réseaux sociaux. On a aussi quelque chose pour les lycéens. Alors là, on attend d'avoir le programme définitif des lycéens. Ce terminal arrive, donc on l'adaptera sûrement. Mais sur toute la question de Berlin et du mur de Berlin, on a aussi pour les primaires des ateliers sur la Première Guerre mondiale. Alors là, on est plus sur les CM2 en règle générale, sur la Première Guerre mondiale. On va avoir aussi d'autres ateliers qui sont en développement sur les inégalités hommes-femmes, sur, sur aussi de l'histoire de l'art, des choses comme ça. Ça, pour l'instant, ils ne sont pas encore aboutis. On devrait aussi avoir une sorte d'atelier très intéressant sur la ville en géographie, qui est modulable à la fois pour le collège et à la fois pour le lycée, où on pourrait se rapprocher en quelque sorte d'un Monopoly, dans l'idée où les participants, donc les élèves, devront faire en sorte de développer leur ville et de développer les habitats. Donc voilà nos principaux ateliers pour l'instant. Oui, donc vous résumez bien. En fait, ça montre bien à quel point, histoire d'en parler, c'est ça, hein, c'est avec le printemps de l'histoire géo qui est un contenu beaucoup plus scientifique et puis les ateliers à l'école pour les élèves. Donc l'histoire partout, c'est pour tous, hein, c'est comme ça que se résume Et votre partout. association. Ouais. Et partout, c'est important. Et puis là, avec le confinement, ça l'est d'autant plus puisque on n'a pas accès à toutes les ressources universitaires et on ne peut pas se déplacer comme on veut pour pouvoir accéder à tout ça. Donc, donc c'est vraiment une action très, très encourageante, très intéressante. Et je mets l'accent à tous les spectateurs qui regarderont la vidéo. Mais voilà, n'hésitez pas à aller sur leur site internet, sur votre site internet. On rappelle, hein, c'est www.histoiredenparler.com. Il y a toutes les informations qu'il faut dessus et vos réseaux sociaux. En effet. Voilà, donc, la vulgarisation, alors c'est vrai que c'est un terme qui est assez péjoratif dit comme ça, mais voilà, la vulgarisation, elle passe aussi par des intermédiaires comme vous. Et en tout cas, bah, je vous remercie d'avoir accepté ces quelques minutes pour pouvoir Merci à parler vous, sur ça. surtout. Et puis je mets un point d'honneur à aller voir les différentes conférences que vous avez. Charles le Téméraire, ça m'intéresse, le protestantisme aussi au XVIIe siècle. Donc, ce sera intéressant de faire un retour. C'est votre première édition? Du printemps de l'histoire-géographie. Oui, Ah oui, 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 c'est un projet spécial confinement en fait. On d'accord. est, Et est-ce que est-ce qu'il y aura une deuxième édition? Déjà, pour l'instant, on devrait prolonger. Là, c'est hypothétique. Potentiellement en juillet jusqu'au 15. Est-ce qu'on recommencera à la rentrée? Ça, c'est peut-être. Enfin, c'est un projet spécial confinement. Je pense que l'intérêt scientifique de ce projet est répondre au confinement. S'il n'y a pas le confinement, on perd un peu l'idée, à mon sens. D'accord, bah, parce qu'après, on pourrait peut-être investir, je ne sais pas, hein, peut-être des idées, mais si ça fonctionne bien, à voir comment vous pourriez transposer ça dans la réalité. Pourquoi pas investir les universités ou d'autres salles dans d'autres lieux qui permettraient de valoriser ça. En tout cas, moi, je vous souhaite toute la réussite pour cet événement-là, que vous puissiez brasser un maximum de personnes et puis que ça fonctionne bien. En tout cas, c'est une initiative que je trouve particulièrement intéressante Merci beaucoup. au vu de la situation et puis de notre besoin en matière scientifique pour tout le monde, hein, que ce soit des enseignants ou des amateurs d'histoire, de géographie, qui ont envie de comprendre et d'échanger avec des spécialistes. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Pierre Tsertov d'avoir accepté ces quelques minutes d'interview. Eh bien, j'espère que cette interview vous a plu. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux de Histoire d'en parler et sur leur site internet pour retrouver tout le programme. En attendant, moi, je vous invite à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu si vous avez envie d'en avoir toujours plus de ce type d'interview-là pour découvrir, pourquoi pas, des associations locales, etc. ou d'autres intervenants, ce qui pourrait être très intéressant. Voilà, donc abonnez-vous, activez la petite cloche pour être au courant de tout et puis surtout partagez un maximum pour leur faire de la visibilité et puis c'est toujours important de mettre en avant ce type d'événement. Je vous remercie et puis à bientôt pour un nouveau jour d'histoire.